Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, pour la première fois de l'histoire de Confluent, nous allons au Nunavik, plus précisément à Iwuyivik. Nous allons à la rencontre de Geneviève Lafrance, Alexandrine Hugonnier et Nelly Duvic, qui viennent de lancer dans cette communauté la plus nordique du Québec un livre créé par les enfants de l'école Nuviti et qui s'intitule L'inugagulirk. Les jeunes ont composé une histoire en inuktitut et en français qu'ils ont illustrée et qui est maintenant publiée dans les deux langues. Un livre audio complète ce formidable projet concrétisé par le collectif Un livre à la fois et par le Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique, situé à l'Université du Québec à Montréal. Cette entrevue a été captée à Iwuyivik le lendemain même du lancement de l'Inugagulirk dans la communauté. Alexandrine Hugonnier, Nelly Duvic et Geneviève Lafrance, bonjour. Bonjour. On est ici à Iwuyivik, au Nunavik, le village le plus septentrional du Québec, ça mérite d'être mentionné, où vous avez lancé hier un livre, l'Inugagulirk, qui fait partie d'une collection qui s'appelle Un livre à la fois, dont vous êtes l'instigatrice, Geneviève Lafrance. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet? Un livre à la fois, c'est un collectif de création au sein duquel œuvrent des étudiants, des étudiantes de la Faculté des arts de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, des étudiants, des étudiantes en études littéraires, en arts visuels, en design graphique et en théâtre, ainsi que des élèves de 4 à 8 ans de l'école primaire Champlain, qui est située dans le quartier centre-sud de Montréal, qui est une école à indice de défavorisation maximale. Et ensemble, ces gens créent des livres illustrés, des albums jeunesse. Jusqu'à présent, on a créé ainsi 18 albums à l'école primaire Champlain. Il y en a 6 autres qui sont en cours de réalisation. Chaque étudiant, chaque étudiante en études littéraires qui participe au projet est jumelé à un groupe de 3 ou 4 enfants à qui cette personne va faire la lecture tout le long de l'année scolaire. À l'origine, ce projet, c'était une activité exclusivement de lecture visant à transmettre le goût pour la lecture, pour la littérature à des enfants qui ont pas toujours la chance d'avoir des parents ayant la possibilité de leur lire des histoires à la maison. Et à la fin de la première année d'activité, un petit garçon de première année, Mamoudou, il m'a demandé « Et nous, est-ce qu'on va en écrire des livres? » Je me suis dit « Bah oui, c'est une excellente idée. On va faire ça. » Et donc, dès la deuxième année du projet, on s'est mis à écrire des albums jeunesse. Il y a 6 classes qui participent au projet chaque année, de la maternelle 4 ans à la deuxième année. Dans chaque classe, un livre est créé. Donc, ce sont les enfants qui trouvent des idées pour la rédaction des histoires. Ce sont les étudiants, les étudiantes en études littéraires qui rédigent les textes à partir d'un mélange de leurs idées et des idées des enfants. L'important, c'est que on retrouve l'imaginaire des enfants dans ces livres-là. C'est une rencontre entre des imaginaires d'adultes et d'enfants. La famille installa son campement au bord du lac. Parents et enfants se mirent à la tâche pour monter la tente. Une fois les textes rédigés, chaque enfant illustre une page du livre que sa classe a créé, avec l'aide d'étudiants, d'étudiantes en enseignement des arts visuels de l'UQAM. Une fois les illustrations réalisées, des étudiantes en design graphique réalisent l'édition du livre. Parallèlement à l'édition graphique, on fait aussi une version audio qui est réalisée par un ou une étudiante de l'école supérieure de théâtre de l'UQAM. Une fois le livre imprimé, on remet 2 exemplaires papier à chaque enfant, de manière à ce qu'il puisse en conserver un et en offrir un à quelqu'un de son entourage. Puis on organise un lancement à la bibliothèque Frontenac, qui est leur bibliothèque de quartier. Il y a 156, très précisément, étudiants et étudiantes de la Faculté des arts de l'UQAM qui ont collaboré au projet jusqu'à présent. C'est un projet d'engagement communautaire qui a été en partie conçu de manière à permettre
aux étudiantes de la faculté des arts de l'UQAM de donner une portée sociale à leur étude. Ils font tous ça bénévolement et je pense que c'est important de le souligner. Mais justement, Alexandrine, vous êtes étudiante à la maîtrise en littérature à l'UQAM. Oui. Et puis, ça fait plusieurs années que vous travaillez dans le projet Un livre à la fois. Oui, dès mon arrivée à l'UQAM en 2019 à l'automne, je suis embarquée dans le projet de Geneviève. Donc, j'ai eu la chance de faire 3 livres déjà à l'école Champlain. Puis, j'ai participé à l'édition aussi à Ivry-Yvick. Mais c'est ça, parce que cette année, il y a une grande primeur dans le projet Un livre à la fois, c'est que pour la première fois, le projet est sorti de Montréal. Oui, c'est ça. C'est la première fois que le projet se déroule en milieu nordique, en milieu autochtone. Donc, on a fait des grandes mêmes étapes, mais avec une équipe réduite et un calendrier plus serré. On est venu la première fois en novembre, Geneviève et moi, pour faire des ateliers d'illustration et un peu de création littéraire. Et il y avait un travail en amont qui avait déjà été fait par les enseignants qui participent au projet de l'École Nouvetier, donc Nelly Duvic et Georges-Michel Tamdjo. Puis, on est revenu en mars, donc entre-temps, le livre a été fabriqué à Montréal. Donc, on est revenu pour le rendre aux élèves. Et on a aussi fait l'enregistrement audio du livre avec les élèves. Donc, on a fait des ateliers de bruitage. On a enregistré la lecture bilingue en inuktitut et en français. Puis, on a organisé aussi une exposition de photos qu'on a présentée le soir du lancement, qui a eu lieu hier. Alors justement, le travail en amont, Nelly Duvic, ça a correspondu à quoi? La première étape, ça a été de lire les albums que nous avions reçus gentiment de la part de Geneviève. En fait, j'en avais reçu quelques-uns déjà plusieurs mois avant grâce à un collègue de Geneviève pour me faire part du projet. Donc, ces albums-là étaient déjà dans les classes. Mais là, quand on a décidé de commencer le projet, mon collègue et moi, donc Georges, on a fait d'abord la lecture de ces albums avec les élèves. Parce que vous enseignez le français ici. Oui, donc moi j'enseigne le français, oui, en 5e et 6e année. Puis mon collègue Georges est enseignant en secondaire 1. Donc les élèves étaient capables de lire ces livres-là en français, avec un peu d'aide sûrement? Oui, les miens avec un peu d'aide, ceux de Georges sans problème. Donc ils ont commencé par lire ces textes-là. On en a discuté aussi, on a discuté du projet en lui-même avec les élèves en disant ces albums-là ont été écrits par des élèves d'une école à Montréal et ils les ont illustrés aussi. Donc on a commencé à semer des graines en fait en expliquant un petit peu le projet et on leur a annoncé qu'on voudrait bien faire la même chose. Sivi toyo kallakut soti ihalunno ihalleat osit soti tupingme tuttoyangme noloane savime volomillo. La route était longue pour se rendre au lac Iqaluit. Dans le traîneau à chiens, une vieille tente en peau de caribou, un filet, un harpon et des couteaux. Ce qu'on voulait, parce qu'il faut savoir que nos élèves sont en enseignement du français, mais en seconde langue. Et même pour certains, c'est la 3e langue, c'est-à-dire qu'ils parlent l'inuktitut, l'anglais et le français vient en 3e. Donc, c'est sûr que le processus de création dans cette langue-là est un petit peu plus compliqué, complexe qu'avec des élèves qui ont le français comme première langue. Donc, ce qu'on avait décidé de faire pour essayer de les stimuler, en fait, de stimuler leur imagination et leur processus de création en français, c'est d'inviter 2 aînés dans la classe, dans 2 séances séparées, et on leur a proposé de raconter des histoires d'Ivry-Yvick. Les élèves étaient très attentifs, et ils avaient beaucoup de questions, et finalement, ils ont pu avoir un répertoire d'histoires parmi lequel ils ont pu choisir. Les élèves ont décidé de choisir l'histoire de l'Inuaroli. Qui est en fait tirée d'une histoire d'un homme du village qui l'avait racontée et qui est aussi reliée à des histoires en fait légendaires que plusieurs personnes ont pu relater. Et puis, est-ce que même ont brodé à partir de là? Est-ce qu'ils ont ajouté des éléments? Est-ce qu'ils ont réécrit l'histoire? Nous avions l'histoire qui a été dite par l'aîné, Romac, Iyaituk, puis à partir de là, il a fallu faire un travail un peu
de stimulation un peu de la fiction, c'est-à-dire que les élèves étaient très attachés au fait de dire la vérité, c'est-à-dire de rester très proche de l'histoire qui avait été racontée par Womack. Et qui considèrent comme une vraie histoire. Voilà, oui, tout à fait, qui considèrent comme une vraie histoire. Mais bon, c'était un peu trop court, on n'avait pas assez d'éléments pour faire un album, donc avec mon collègue, on leur a expliqué qu'il fallait qu'on ajoute des détails. Même en ajoutant des détails, ça veut pas dire qu'on trahit l'histoire originelle. Puis bon, ça a fini par fonctionner et on a pu comme ça avoir une histoire un peu plus longue et un peu plus détaillée. Il y a très longtemps, bien avant la construction des maisons, bien avant l'arrivée des motoneiges, une famille partit à la pêche. Dès le premier jour, on leur demande, par exemple, la famille est allée à la pêche, est-ce qu'ils ont pêché beaucoup de poissons? Ils nous ont répondu, on le sait pas. L'aîné nous l'a pas dit. C'était difficile de les faire déroger à la parole de l'aîné parce qu'il voulait restituer cette histoire véridique qui s'est déroulée à Ivry-Yvick. Donc finalement, ce qu'on a trouvé à faire, parce qu'on avait quand même au moins 12, 13, 14 pages à écrire, là, fallait écrire une histoire, quoi. On a trouvé une petite contradiction dans leur histoire, qui était le fait que, dans la première version de l'histoire, l'homme ne racontait à personne ce qu'il avait vécu. On leur a dit, mais s'il le racontait à personne, comment ça se fait que vous le savez, comment ça se fait qu'une aînée vous a raconté cette histoire-là? Ils se sont dit, il l'a raconté à son épouse, alors. Ça nous a un peu sauvés, donc on a pu broder autour de ça. Alors quand eux-mêmes seront aînés, maintenant c'est l'histoire qu'ils vont raconter. Puis c'est comme ça qu'une histoire traditionnelle évolue, finalement. Oui. Les aînés étaient venus raconter en Inuktitut. Oui, en Inuktitut. Après ça, moi, j'avais pris des notes. Les élèves prenaient des notes aussi. Et à partir de ces notes-là, en fait, on a essayé de réaliser une petite trame de l'histoire qu'on a envoyée à Geneviève et Alexandrine avant leur arrivée pour la première partie de l'atelier. Ce livre-là, la particularité aussi, c'est qu'il est bilingue. C'est le premier de la collection qui est bilingue en Inuktitut et en français. Comment s'est passé le processus de traduction? On s'est dit, mais pourquoi pas les élèves? Ça pourrait être un beau travail à faire en Inuktitut. J'ai rencontré leur enseignante en Inuktitut, la enseignante au secondaire, pour savoir si c'était quelque chose qui l'intéressait, sachant que c'était quand même une tâche assez importante à faire, surtout avec une classe de secondaire 1. Ils ont accepté, tous les élèves et l'enseignante ont accepté de faire cette tâche-là. C'était au printemps, l'ombre de l'Arctique frayait dans les lacs et les rivières. Dans la toundra, la neige fondait doucement. Donc, ce qu'on a fait, comme l'enseignante ne peut pas lire le français, je voulais être sûre qu'elle puisse quand même vérifier la traduction des élèves et les aider au fur et à mesure. Donc, j'ai fait une traduction rapide en anglais, qu'elle puisse suivre le fil. Au début, en fait, l'enseignante s'est dit je suis pas sûre qu'ils vont être capables de le faire, les élèves. Elle trouvait ça difficile quand même comme tâche. Puis une des élèves, en fait, est venue me voir et m'a dit moi, je sais que je peux. Et donc j'ai dit vas-y, lance-toi. Finalement, l'enseignante elle-même a été surprise de ce qu'ils ont été capables de faire. Avec son aide, évidemment, ils ont été capables de compléter la traduction, qui après ça a été revérifiée par une tierce personne en Inuktitut encore une fois. Du coup, c'est un livre qui est à la fois écrit, illustré et traduit par ses élèves. Donc, c'est quand même un projet complet. Pour la traduction, en fait, c'est sûr que oui, il y a eu des passages qui allaient être compliqués à traduire parce que la langue qui est utilisée pour le texte, qui donc a été réécrit, en tout cas réadapté par Geneviève et Alexandrine, est quand même une langue littéraire. Donc, je savais qu'il allait y avoir des tournures de phrases qui allaient être compliquées à traduire littéralement en Inuktitut. Donc, quand j'ai fait la traduction rapide en anglais, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à
simplifier quelques tournures de phrases et m'assurer que le texte était un peu plus direct, de sorte que la traduction soit plus facile pour les élèves et pour l'enseignante en Inuktitut. Quel genre de tournure de phrase aurait été difficile pour les enfants? Est-ce que c'était difficile parce que c'est un niveau qui est trop soutenu pour leur âge, ou est-ce que c'est parce que la manière de penser en Inuktitut? Je pense qu'au niveau du vocabulaire, ça, c'était pas, il y avait pas de problème, parce que ça peut arriver parfois d'avoir un problème de vocabulaire, c'est-à-dire il y a des mots qui sont pas traduisibles, en tout cas qui ont pas encore eu un mot attitré en Inuktitut, surtout pour des mots peut-être modernes ou des mots qui sont complètement étrangers à l'environnement d'ici. Mais c'était plus la tournure des phrases, surtout pour les phrases qui avaient un ton un peu plus soutenu. Je savais que ça serait un petit peu plus compliqué. Par exemple, hanté. Son sommeil était hanté par... Angote nonalemino otirsimalirsone sinnato manirlo hattaliktovene inogagolleme. Onno atamatse sinnato manirlo hattasitsone. De retour au village, l'homme rêva souvent à l'Enogagollek. Nuit après nuit, il faisait d'horribles cauchemars. Son sommeil était hanté par le souvenir du petit être. Hanté par l'image le souvenir ou le souvenir du petit être. Bon, hanté, je savais que ça serait compliqué de traduire littéralement ce mot-là en Inuktitut, donc en anglais, c'était plus facile de dire il lui était impossible de l'oublier. Donc voilà, des choses, des moments comme ça dans le texte, des passages comme celui-ci, où j'ai simplifié en fait la traduction en anglais pour pouvoir les aider à traduire plus facilement en Inuktitut, parce que le mot hanté, je pense que il n'y aurait pas eu la nuance, en fait, que l'on peut avoir en français avec ce verbe-là. L'écho avec les fantômes ou d'être possédé par quelque chose, c'était ça qui aurait accroché? Oui, je pense que oui. Et puis les illustrations, comment ça s'est passé, Alexandrine? On a commencé dès la deuxième journée avec des ateliers de pochoir, avec de l'aquarelle. On a aussi fait les arrière-plans des illustrations. Donc, les élèves ont fait des dessins abstraits avec des couleurs thématiques, si on veut, de notre histoire. Puis, par la suite, ils ont au feutre dessiné des illustrations. Puis, on a aussi fait des ateliers de linogravure dans le but de retrouver une technique d'art près d'eux, près de leur culture. Donc, la gravure fait partie de l'art inuit. Plusieurs élèves en avaient déjà fait d'ailleurs, ce qui a facilité le processus. Et aussi la présence de Rumak, qui nous a grandement aidés parce qu'au début, notre technique n'était pas parfaite, elle ne fonctionnait pas vraiment, à vrai dire. Rumak est venu à la rescousse et nous a montré comment faire pour s'assurer d'avoir un beau résultat avec la peinture et la linogravure. Et puis hier, c'était le grand lancement. Alors comment ça s'est passé? C'était un grand événement. Oui, c'était un grand événement. Parce que moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'était probablement le premier lancement de livre qui était fait à Ivuyévik. En tout cas, de mémoire et de ce que j'ai pu comprendre en posant la question à droite et à gauche. C'était un grand événement. C'était un succès aussi. Beaucoup de monde sont venus. C'était aussi un des premiers événements depuis en fait la pandémie, depuis que en fait l'école a été fermée quand même pendant quasiment 2 ans au public. Seuls les élèves étaient accueillis à l'école, même les parents en fait ne venaient pas à l'école pendant ces 2 années-là. Donc, c'était très émouvant et l'ambiance était chaleureuse et on voyait que tout le monde était heureux de participer à cet événement-là. Il y avait beaucoup de gens, il n'y avait pas que les parents et les enfants, il y avait vraiment des gens de la communauté. Il y avait, je dirais, 70 personnes à peu près. Sur un village de 420 habitants. C'est beaucoup. On avait quasiment tous les aînés. Oui, j'ai observé ça et je pense qu'il en manquait peut-être juste 3 ou 4. Donc, on avait bien insisté sur le fait qu'ils étaient les bienvenus et même on souhaitait avoir l'honneur de les avoir et ils ont répondu présents. C'était très agréable. Les lancements sont toujours un moment très important du projet. C'est ce qui permet de valoriser le travail des enfants
auprès de leur famille et plus largement de leur communauté. Un des objectifs du projet, c'est de créer des liens intergénérationnels. On vit dans une société où les enfants sont souvent un peu confinés à l'école. Si on n'a pas soi-même des enfants, ou si on n'a pas des petites sœurs ou des membres de la famille dont on est près, souvent on est peu en contact avec des enfants. Et l'enfance est pleine de richesses. Les enfants ne sont pas que des êtres à éduquer. Un des a priori du projet, c'est que les enfants ont des choses à nous donner. Et ce lien intergénérationnel, il était vraiment au cœur du lancement hier, avec la présence très forte des aînés. Voir les sourires des enfants au moment où ils ont reçu les livres, ça valait très cher à mes yeux. On avait montré les versions papier des livres aux enfants avant le lancement, mais on leur a très officiellement remis à chacune 3 exemplaires de leur livre, et on leur a demandé aussi de remettre un exemplaire à certaines personnalités de la communauté, de voir le sourire des enfants au moment où ils remettent leur propre livre à des aînés, au maire du village, à la commissaire. C'est très gratifiant. Et de voir aussi la concentration des aînés au moment où on a projeté le livre, sur un grand écran et on a fait jouer la bande audio. Donc tout le monde a pu découvrir le livre simultanément. C'était vraiment impressionnant. La bande audio, en fait, ce sont 2 étudiantes, l'une lit en français et l'autre lit en inuktitut avec des bruitages derrière. Oui, 4 enfants. Desiree Honnaluk. 2 qui ont fait les voix, en fait. Une lit en inuktitut, l'autre lit en français. Les 2 autres ont participé au bruitage. Il y en a un en particulier, Adami, qui a eu beaucoup de succès. Qui a eu beaucoup de succès avec ses ronflements de monstres. Et puis tout ça s'est conclu par un festin communautaire. Toute la communauté était invitée à partager. C'est un beau moment. Oui, très. Ouais, c'est toujours partager la nourriture. Ça a toujours été un moment de communication entre les gens et de plaisir en fait. Qui passe par ça. Et donc c'est pour ça que pour moi c'était important de m'assurer qu'il y ait beaucoup de nourriture locale. On a eu de la chance parce que le chasseur que j'avais contacté pour avoir de la viande de phoque, il y est allé tous les jours pendant à peu près 1 semaine. Ah oui? Et il a attrapé finalement un phoque juste la veille du lancement. Oh. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais c'est sûr que quand on invite toute la communauté comme ça, si on offre un festin, si on offre un repas, on met toutes les chances de notre côté d'avoir un esprit de convivialité qui va tout de suite transparaître dans la salle. Et c'est le cas, je pense. Hier, c'était le cas. Ça a été très apprécié par tout le monde. Est-ce que c'est une tradition que vous avez à Montréal, les festins post-lancement? Non. Est-ce que vous allez adapter la formule à la Bibliothèque Frontenac? On a beaucoup plus de liberté quand on fait le projet à Ivuyivik. Non, ici c'est flexibilité, le mot d'ordre. Ouais. Je tiens à souligner le très beau travail de Roxane Barbeau-Lépine qui a fait l'édition graphique du livre. Roxane Barbeau-Lépine est graphiste, elle est étudiante au certificat en création littéraire de l'UQAM et elle a fait un travail à la fois très respectueux des illustrations des enfants et très inventif et très très soigné. Et une grande nouveauté aussi, c'est que ce livre-là va être distribué par les presses de l'Université du Québec. Le livre est édité par le laboratoire sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique dans la collection Isberg. Est-ce qu'il y aura d'autres éditions de livres à Ivujivik? On l'espère. Ben oui. Oui, on l'espère parce que je pense que maintenant... Après l'événement de hier soir, beaucoup d'élèves et beaucoup d'autres personnes de la communauté ont sûrement créé des attentes en se disant, moi aussi, peut-être que j'aimerais bien faire un projet comme ça. Toutes les possibilités sont envisageables.
Oui, ça va peut-être un peu faciliter les choses puisque je viendrai enseigner ici à l'automne prochain à Noviti en français. Donc on va pouvoir certainement intégrer ma classe, ma future classe dans le projet de ce nouveau livre. Est-ce que vous avez voulu venir enseigner ici après être venu en novembre pour le premier atelier? Oui, j'ai eu un coup de cœur pour le Nord. C'est un sentiment qui me fait du bien. Puis j'enseigne aussi au primaire à temps partiel à Montréal, dans le centre-sud. Et là, j'ai vu tout le potentiel qu'il y avait à l'école Noviti pour faire des projets. Donc, j'ai sauté sur l'occasion de venir ici l'année prochaine. Et il y aura sûrement une suite à l'Inugagolirk. En tout cas, c'est un livre superbe. Alexandrine Hugonnier, Nelly Duvic, Geneviève Lafrance, merci infiniment. Merci. Merci. Merci à Geneviève Lafrance, Alexandrine Hugonnier et Nelly Duvic d'avoir mené à bien ce magnifique projet et de nous avoir accordé cette toute première entrevue au Nunavik. Confluent est porté par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Vous voulez en savoir plus? www.missioncheznous.com. Le livre illustré et le livre audio l'Inugagolirk sont offerts en accès libre sur le site du collectif de création Un livre à la fois, projet-unlivrealafoi.ucam.ca. Et si mes renseignements sont exacts, Catherine, c'est vous qui avez assuré la captation sonore, le bruitage et la réalisation de ce livre audio à Ivujivik, je me trompe? Non, en effet, Mathieu. Et ça a été un très grand bonheur pour moi de travailler avec nos 3 invités, ainsi qu'avec les enfants de l'école Nuviti d'Ivujivik. Sur ce, à la semaine prochaine, Mathieu. À la semaine prochaine, Catherine, et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été à l'écoute. Continuons de découvrir le monde sur les ondes de Radio-VM et de Radio Galilée. À bientôt!